Rebonjour, bons élèves, chers élèves, et bienvenue dans la suite du corrigé du bac blanc numéro 4. La deuxième partie, on va traiter la partie électricité et la scintigraphie cardiaque et la partie mécanique. Bien. Donc pourquoi j'ai choisi cette partie-là ou bien cet exercice? Parce que souvent, dans le baccalauréat, vous avez toujours des exercices avec beaucoup de texte qui apparaît à première vue compliqué, mais il ne faut pas avoir peur si vous avez des textes qui décrivent certaines expériences ou quelque chose historique. Il faut juste noter ce qui est important dans le texte. Bon, là, on vous dit la scintigraphie cardiaque et vous allez voir tout ça va se réduire à l'étude d'un circuit RC. La scintigraphie cardiaque au myocardique est un examen de médecine nucléaire permettant d'explorer l'irrigation du muscle cardiaque en utilisant une solution de chlorure de thallium de sang à injecter par voie intraveineuse. On peut alors acquérir les premières images quelques minutes après. Donc tout ça, c'est pas intéressant dans l'exercice. Juste, bien sûr, il faut le comprendre. La scintigraphie myocardiaque permet de visualiser de façon indirecte la vascularisation et le fonctionnement du muscle cardiaque. Donc tout ça c'est pour superviser ou bien pour voir comment fonctionne le muscle. Bon, la première partie de l'exercice c'est de nucléaire, donc formation et désintégration du thallium. Donc on vous donne les numéros atomiques, donner la composition. Le thallium est obtenu à partir du plomb émetteur de bêta+, écrire l'équation de la réaction, ensuite écrire l'équation de réaction, en précisant bien sûr les lois de conservation. Le thallium se transforme en mercure par une réaction de capture électronique, c'est-à-dire une réaction au cours de laquelle le noyau de thallium absorbe un électron. Écrire l'équation de cette réaction, calculer oméga électron-volt l'énergie libérée. Ensuite, l'examen d'un patient de 70 kg nécessite l'injection d'une solution de chlorure de thallium ayant une activité 78 mégabecquerel, c'est-à-dire 10 à la puissance 6 becquerel. La solution utilisée a une activité volumique égale à 3,9 10 puissance 7 becquerel par millilitre, activité volumique par millilitre. On va donner un demi de thallium, sa constante de désintégration lambda. On rappelle l'expression de l'activité et voilà les questions. Définir qu'est-ce que c'est que l'activité d'une source radioactive, quelle est la relation entre lambda et T1,5, calculer la valeur de lambda, calculer le volume de solution injectée à un patient de 70 grammes ainsi que le nombre de noyaux de thallium reçus par ce patient au moment de l'injection et quelle sera la valeur de l'activité 30 jours plus tard. Deuxième partie, donc ça c'est pour la partie nucléaire, maintenant pour la partie électricité. On vous dit que lorsque le cœur ne remplit plus correctement son rôle, la chirurgie maintenant permet de stimuler le muscle cardiaque par un pacemaker qui va fonctionner, forcer le muscle à battre tout simplement. Donc dans ce circuit, voilà, tout ça va être représenté par quoi? Par un condensateur de capacité 470 nanofarad de force électromotrice 6 volts. Voilà le schéma de ce pacemaker. Vous voyez, le problème se réduit à un circuit RC. Que se passe-t-il lorsqu'on met l'interrupteur en position 1, puis en position 2? Étude de l'évolution de la charge. On vous dit rappeler les relations entre la charge et la tension et AB, ainsi que le courant et la charge Q. Montrer que l'équation vérifiée par la charge est donnée par cette relation. On va dans la solution de l'équation différentielle donner l'expression de Q0. Déterminer l'expression de I du courant dans le circuit lorsque le commutateur est en position 2. Donc tout ça, vous voyez, ça concerne le circuit RC presque indépendamment du cœur. Bon, dans la deuxième partie, on vous dit exploitation de la courbe UAB, commutateur en position 2. On vous donne une courbe ici, voilà, UAB en fonction du temps, lorsque le commutateur est en position 2. On va essayer d'exploiter cette courbe. Comment? On vous dit, voilà la phrase importante, que le commutateur est un dispositif électronique, il bascule, c'est-à-dire il se déplace automatiquement et instantanément de la position 2 à la position 1 lorsque la tension au bord du condensateur est égale à 36,8% de sa valeur initiale. Donc une fois qu'il arrive, il se décharge jusqu'à ce qu'il ne reste que 36% de sa charge, il passe tout de suite vers la position initiale.
et il déclenche alors une impulsion électrique qui provoque donc instantanément de la position 2 à la position 1. Voilà. Voilà. Donc lorsque la tension au bord du condensateur égale 36,8% de sa valeur initiale. On donne la courbe donnant l'évolution de la tension au bord du condensateur lorsque le commutateur est en position 2. Sur cette courbe, à t égale à 0 correspond au moment où le commutateur passe de 1 à 2, c'est-à-dire au moment où la décharge démarre. Déterminer la date T1 où le commutateur va basculer de la position à la position 1, c'est-à-dire la date T1 où la tension va être égale à 36,8% de sa valeur initiale. Indiquer comment est-il possible de retrouver graphiquement la constante du temps du circuit. En déduire la valeur de la résistance. Vous voyez, on revient à des questions classiques. Taux, la résistance. Les impulsions électriques provoquent la contraction du muscle cardiaque sans périodique. Leur période est égale à delta t, qui est égal à T1 moins T0. Déterminer le nombre de contractions du cœur par minute. Donc chaque fois que vous avez T est égal à T1 moins T0 égale à une valeur bien déterminée, le muscle va recevoir une décharge électrique, il va se contracter. On vous dit calculer le nombre de contractions du muscle par minute. Quelle est la valeur de l'énergie libérée par le condensateur lors de l'impulsion électrique provoquant la contraction du muscle, c'est-à-dire donc l'énergie libérée à l'instant T1. D'accord? Donc voilà un exercice, on va voir comment on va le résoudre. C'est 99%, 18% des questions, ce sont des questions classiques d'électricité. Après, vous allez avoir une ou deux questions qui permettent d'utiliser cette information-là que le circuit bascule automatiquement de la position 2 à la position 1 lorsque la tension au bord du condensateur égale à 36,8%. Bien, ensuite vous avez bien sûr un deuxième exercice sur la loi de mécanique. On va étudier le mouvement d'une voiture sur un plan horizontal et puis sur un plan incliné. Bien, donc commençons par l'exercice du nucléaire. On vous dit le thallium, son numéro atomique c'est 81, son nombre de masse c'est 201. Il contient donc 81, c'est le nombre de protons, et A-Z, c'est le nombre de neutrons. Donc 201 moins 81, ça vous donne 120. Donc 120 neutrons et 81 protons. Donc on vous dit le thallium est obtenu à partir du plomb, émetteur de β+. Donc le plomb, en émettant à β+, il va donner le thallium. Donc voilà l'équation de la réaction. Donc vous voyez bien ici 92, 81 plus 1. Et A est conservé bien sûr. Donc le thallium se transforme en mercure par une réaction de capture électronique. On vous dit que le thallium va capter un électron pour donner le mercure. Donc la réaction c'est un thallium qui va capter un électron pour donner le mercure. Donc Z du mercure ça va être 81 moins 1 c'est 80 et bien sûr A est conservé. Calculer l'énergie libérée par cette réaction, bon c'est delta mc carré, vous avez tout pour le calculer, ça on va passer rapidement. On vous dit maintenant la scintigraphie du myocarde à l'aide du thallium, définir qu'est-ce que c'est que l'activité d'une source radioactive. Bon ça la question de cours, l'activité ou bien d'une source est égale au nombre, c'est la vitesse de désintégration tout simplement, au nombre de désintégrations que subit une source par seconde, nombre de désintégrations par seconde. Son unité c'est le becquerel. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. La relation entre T1,5 et lambda, bon, il suffit de se rappeler qu'est-ce que c'est que T1,5, c'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux qui restent est égal au nombre de noyaux initial divisé par 2. Or, le nombre de noyaux qui restent à l'instant T, c'est N0 exponentiel moins lambda T. Vous simplifiez par N0, vous appliquez le logarithme et ça vous donne log de 2 est égal à lambda T1,5. Calculer sa valeur, bon, vous connaissez T1,5, c'est 73 heures, vous le transformez en secondes, une heure c'est 3600 secondes, et ça vous donne lambda, c'est log de 2 sur T1,5, ça vous donne 2,6, 10 moins 6 secondes. Bon, calculer le volume de solution injectée, donc là où il faut réfléchir un petit peu, le volume de solution injectée à un patient de 70 kg, ainsi que le nombre de noyaux de thallium reçus par le patient au moment de l'injection. Qu'est-ce qu'on nous dit? La solution utilisée a une activité volumique qui est égale à combien? 3,9 10 puissance 7 becquerel par millilitre. Hein? 3,9 10 puissance 7 becquerel par millilitre. L'activité initiale de cette source est 70
8 mégabecquerels. Donc il suffit de faire un petit règle de 3. Donc vous avez 3,9 10 puissance 9, 3,9 10 puissance 7 ici, non pas 9, 10 puissance 7 becquerel par millilitre. 78 10 puissance 6, un mégabecquerel va correspondre à un volume V. Donc on va déterminer le volume équivalent à cette activité. Donc le volume, ça sera, ça sera 2 millilitres. Donc 78, 3,7, 10 puissance 3,9. Pourquoi il y a beaucoup d'erreurs ici? 3,9, 10 puissance 7. Je vais vérifier. Bien, donc voilà, les chiffres sont corrigés. Donc je reprends, on vous dit la masse du patient, c'est 70 kg. Donc la solution utilisée a une activité de, donc chaque millilitre possède une activité de 3,9 10 puissance 7 becquerel. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le volume de la solution injectée. Donc là, on vous dit que l'activité à t égale à 0, c'est 70 mégabecquerels. Donc on va chercher le volume de la solution qui va nous donner une activité de 78 mégabecquerels. Donc 1 millilitre nous donne 7,9 10 puissance 7 becquerels. Un volume V va donner 78 10 puissance 6 becquerels. Et 78 10 puissance 6 divisé par 33,9 10 puissance 7, c'est à peu près 39 10 puissance 6. 78 divisé par 39, c'est à peu près 2 millilitres. Donc la solution qu'on a injectée au patient, c'est 2 millilitres. Nombre de noyaux injectés est donné par quoi? Donc là, on connaît l'activité. Donc je peux déterminer tout de suite le nombre de noyaux, c'est l'activité initiale divisé par lambda. Donc ça vous donne 2,95 10 puissance 13 noyaux. Donc toujours, si vous avez l'activité et la constante des intégrations, vous connaissez le nombre de noyaux associés. Quelle serait la valeur de l'activité au bout de 30 jours? Donc là, il suffit de faire la loi de décroissance A égale à 0 exponentielle moins lambda t. Donc au bout de 30 jours, ça sera 0 exponentielle moins lambda 30 jours qu'il faut transformer en secondes, 24 fois 3600 et remplacer lambda par sa valeur qu'on a déjà calculée et vous allez trouver que l'activité va devenir 8,4 10 puissance 4 becquerel. Donc là, c'est pas la peine de chercher parce que 30 jours n'est pas un multiple de lambda. Donc on va faire le calcul. Deuxième partie, le stimulateur cardiaque. Donc vous voyez, une grande partie, ce sera des calculs classiques sur le type de circuit RC. Que se passe-t-il si l'interrupteur est en position 1? Donc là, c'est bien sûr la charge du condensateur. S'il est en position 2, c'est la décharge du condensateur. Maintenant, on va étudier l'évolution de la charge de l'armature A. De cette charge de l'armature A, comment il évolue Q en fonction du temps. Donc rappelons les lois bien sûr classiques. I c'est D de Q sur D de T et la tension en bord du condensateur c'est Q sur C. L'équation différentielle c'est toujours la loi d'additivité de tension. Donc vous avez U de C plus E égale à 0. Donc il n'y a pas de résistance. Si, il y a une résistance, même s'il n'est pas présenté ici. Donc U de C plus U de R, s'il est présenté, il est là. Donc là, on va faire pendant l'interrupteur est en position 2. Donc pendant position 2, vous avez U de R plus U de C égale à 0. Donc RI plus Q sur C, je remplace I par l'expression que je viens de dire, D de Q sur D de T. Et voilà l'équation différentielle. C'est D de Q sur D de T est égal à alpha Q. Donc alpha c'est 1 sur RC. Donc l'unité de alpha, bien sûr, c'est 1 sur RC, c'est seconde moins 1. Maintenant, montrer que Q est solution. Bon, il suffit d'injecter cette expression dans l'équation différentielle. Je calcule D de Q sur D de T, ça me donne moins Q0 alpha exponentielle moins alpha. J'ajoute alpha Q, vous voyez bien que ce terme plus celui-là est égal à 0. Donc l'équation, cette solution vérifie bien l'équation. Donc là, on vous demande juste, est-ce que cette équation vérifie cette équation-là? Donc je remplace Q et je dois trouver 0. Maintenant, pour déterminer l'expression de Q0, donc vous remplacez toujours cette expression-là dans l'équation différentielle. Vous avez Q égale à Q0 exponentielle moins alpha t. La tension au bord du condensateur à t égale à 0, c'est Q0, Q sur C. Et à t égale à 0, Q est égal à Q0. Donc ce sera Q0 sur C. Or à t égale à 0, le condensateur est déchargé. Donc la tension, c'est E. Donc vous avez tout de suite Q0 est égal à C fois E. Donc je connais C, je connais E, je peux déterminer la valeur de la charge, c'est 2,82 10 moins 6 coulombs ou bien 2,82 microcoulombs.
Maintenant, on veut déterminer l'expression de I. Bien sûr, si je connais l'expression de I de T de Q, je peux déterminer I. C'est D de Q sur D de T. Ça vous donne moins C fois E, bien sûr. Donc, moins E sur R, tout simplement, exponentielle moins alpha T. Bon, tout ça, c'est des questions classiques de la décharge d'un condensateur. Maintenant, on vous dit que le commutateur est un dispositif électronique. Il bascule, c'est-à-dire il se déplace automatiquement et instantanément, c'est-à-dire il ne met pas beaucoup de temps, tout de suite, il passe de la position 2 à la position 1 dès que la tension à ces bornes soit égale à 36,8%. C'est la phrase qu'il faut comprendre. Une fois qu'il arrive à 36,8%, il déclenche une impulsion qui provoque la contraction du muscle. Donc, déterminer à laquelle date T1 le commutateur va basculer à de la position 2 à la position 1. Expliquez votre méthode. Eh bien, on va calculer d'abord la tension aux bornes du condensateur. Quand est-ce qu'il va être égal à 36,8% de sa valeur initiale? Eh bien, sa valeur initiale, c'est 6 volts, 0. Donc, 36,8% de I0, ça vous donne 2,21 volts. Donc, voilà. Donc, je calcule, je détermine T1 égale à 0,8 secondes. Donc, voilà, je calcule I0, c'est 6 volts. Je détermine le temps au bout duquel la tension va être égale à 36,8%. Je calcule donc 36,8% de la valeur de E0, c'est 2,21. Je vais sur la courbe, je cherche 2,21, voilà, et je lis le temps, donc T1 égale à 8 secondes. Donc à l'instant 0,8 secondes, le commutateur va basculer automatiquement vers la position 1. D'accord? C'est-à-dire il va passer pour être rechargé à nouveau. Et à ce moment-là, il va déclencher une impulsion qui va faire fonctionner le muscle. Indique comment il est possible de retrouver graphiquement taux. Bon, vous avez bien sûr taux de manière, soit la tangente à t égale à 0. D'accord? Voilà, je calcule la tangente à t égale à 0. Et ça coupe directement l'axe des temps t est égal à taux. Ou bien sûr, vous calculez 0,37 fois la valeur maximale. Et vous allez le déterminer graphiquement par l'autre méthode. Donc vous avez deux méthodes. Et si je connais taux, bien sûr, et je connais C, je peux déterminer R. Et inversement, ça vous donne la résistance. Donc le cœur, c'est modélisé par une résistance de 1,7 kΩ. Méga-ohm, de 1,7 10 puissance 6 ohm. Donc les impulsions électriques provoquant la contraction des muscles cardiaques sont périodiques. On vous dit que la décharge, le temps de la charge et la décharge, vous avez un temps, une période, c'est un mouvement qui est périodique et la durée c'était 1 moins T0. Donc déterminer le nombre de contractions du cœur par minute. D'accord? Donc là il suffit de faire règle de 3. Donc au bout de chaque 0,8 secondes, vous avez une contraction du muscle. Chaque 0,8 secondes, donc au bout d'une minute, donc chaque 0,8 vous avez une contraction. Au bout de 60 secondes, vous avez N contractions. Donc, N, c'est 60 sur T, ça vous donne 75 contractions. Donc, avec ce pacemaker, le muscle obligé de se contracter 75 fois par minute. Quelle est la valeur de l'énergie libérée par le condensateur lors de l'impulsion électrique provoquant la contraction du muscle? On connaît bien sûr, c'est-à-dire au bout de, quelle est l'énergie libérée? Tout simplement au bout de delta T égale à 0,8 secondes. Une fois que je passe dans la position 2, au bout de 0,8 secondes, il y a une contraction. Donc, quelle est l'énergie libérée? Ce sera l'énergie libérée au bout de 0,8 secondes. Donc, c'est l'énergie fournie au bout de 0,8 secondes. Or, à ce temps-là, la charge du condensateur, la tension bord du condensateur, c'est 2,2. Donc, je calcule la tension électrique classique, 1 demi C UC au carré, avec UC c'est 2,21 et ça vous donne 1,15 10 moins 6 joules. Donc voilà pour l'énergie, l'exercice de l'électricité. Vous voyez, à part cette question où on fait intervenir, toutes les autres questions, ce sont des exercices classiques du circuit RC, charge et décharge. Bien, maintenant on passe à l'exercice sur la mécanique, mouvement plan et horizontal et incliné. Donc on vous dit une voiture qui démarre sans vitesse initiale sous l'action d'une force F. Et première question, effectue les bilans des forces extérieures agissant sur l'automobile et le représenter. Bien sûr, vous avez la force F qui permet de
faire bouger la voiture et vous avez toujours le poids et la réaction qui est perpendiculaire puisqu'on néglige les frottements. Donc deuxième question, l'automobile poussée atteint une vitesse de 120 km après 600 mètres, établir en fonction des données l'expression de AX. Donc toujours là, c'est deuxième loi de Newton qu'il faut projeter correctement. Donc la somme des forces égale à M gamma, on va projeter sur OX, donc l'axe des X c'est celui-là. Donc l'accélération elle est suivant l'axe des X, il n'a pas de composante suivant l'axe Z. Donc sur OX, vous avez MAX est égal à F, donc AX est égal à F sur M. Établir donc ça, l'équation, la relation Vx au carré AX et X de T. Bon, on a bien sûr une relation qui permet de donner directement le résultat, mais comme il n'est pas indiqué dans le cadre pédagogique, on va faire la démonstration. Donc AX c'est F sur M, donc je vais déterminer Vx qui est AX fois T, et si je connais Vx, je détermine X, plus Vx0 bien sûr, mais comme à T égale à 0, la voiture redémarre son vitesse initiale, donc V0x égale à 0. Ensuite, j'intègre une deuxième fois, V de x c'est d de x sur d de t, et l'intégrale d de x c'est x, c'est 1 demi, l'intégrale de t c'est 1 demi ax t carré plus x0, et comme x0 égale à 0, donc ça vous donne l'équation horaire. Maintenant, je veux une relation entre Vx, A et x, donc il faut que j'élimine le temps. Donc t carré c'est 2x sur ax, et donc je remplace t ici par sa valeur. Vous voyez, et comme ça j'aurai une relation entre Vx, Ax et x. Donc là il faut que j'élimine le temps dans l'expression V de x égale à x fois t. Donc je dois élever celle-là au carré et remplacer t carré par sa valeur. Voilà, donc vous avez ces deux relations. Vx au carré c'est x au carré fois t carré, et je remplace t carré par 2x sur ax. Et je trouve 2x fois ax. Et ça, c'est ce qu'on appelle la relation indépendante du temps. Sa formule générale, c'est V final au carré moins V initial au carré est égal à 2A fois D. D, c'est la distance parcourue entre la position initiale et la position finale. Mais comme ça n'apparaît pas dans le cadre pédagogique, j'ai refait la démonstration. Donc voilà la relation qu'on vous demande de déterminer. Eh bien, déterminer la valeur de la force. Maintenant, on connaît la vitesse. Je connais la distance. Je vais déterminer AX tout de suite. Donc voilà AX. Et si je connais AX, bien sûr, je peux déterminer la force. Donc voilà l'accélération au bout de 600 mètres. Et si je connais l'accélération, bien sûr, je peux déterminer la force. C'est 1111 newtons. Maintenant, dans la deuxième partie, toujours les frottements sont négligés sur la partie AC, donc de A à C, mais supposés constants suivant une force F sur le plan incliné. Justifier son calcul pourquoi la vitesse en B égale à 1220 km, c'est-à-dire au point A, une fois que la voiture arrive au point A, il n'est plus soumise à la force F. Comme entre A et B, il n'y a pas de frottement, donc la somme des forces égale à 0, d'accord? Et si la somme des forces est égale à 0, soit, d'après les lois de Newton, la particule elle est immobile, ou bien si le mouvement, il est en mouvement rectiligne et uniforme. Donc là, la voiture était en mouvement, comme la somme des forces est nulle, donc le mouvement, ce sera un mouvement rectiligne et uniforme, donc la vitesse en B va être égale à la vitesse en A. Maintenant, on va établir l'expression de la vitesse. Bon, la deuxième, à partir de là maintenant, je pense, voilà, cette partie-là n'apparaît pas dans le cadre pédagogique de cette année. Mais je vais la faire quand même pour les autres. Donc là, on vous demande de déterminer la vitesse au point C. Donc là, c'est fait déjà au bac 1. Il suffit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre le point C et le point B. L'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale est égal au travail des forces appliquées. Donc le poids, le travail, c'est moins mgh parce qu'il est résistif avec h. Parce que là, on prend l'origine de l'énergie potentielle sur le plan horizontal. Donc, moins mgh, h, c'est la distance, c'est de là à là. Et vous voyez bien que h, c'est cette distance-là, c'est-à-dire r, c'est le rayon, moins cette distance-là. Et cette distance, c'est quoi? C'est r cosinus alpha. Donc, h, c'est r moins r cosinus alpha. Et voilà, je peux déterminer maintenant V de C facilement. C'est racine carrée de VB au carré moins 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, simple application de théorème de l'énergie cinétique entre C et B. Maintenant, on vous dit que la voiture s'arrête sur le tronçon après avoir parcouru 150 mètres. Déterminer la force de frottement. Toujours même résultat, même méthode. Appliquer
on applique le théorème d'énergie cinétique entre l'état final et l'état initial. 1 demi VD au carré moins 1 demi VC au carré, cette fois-ci c'est le travail du poids, c'est toujours moins MGH. Et il faut ajouter bien sûr le travail de la force de frottement. Voilà, et comme VD égale à 0, donc il vous reste 1 demi MVC au carré est égal à MGH plus F fois D. Et donc F, la force de frottement, c'est 1, bon là il suffit de, et avec H bien sûr, c'est D fois sinus alpha. Donc grand H, c'est D sinus alpha. Et voilà la force qui s'exerce sur l'automobile pour qu'il s'arrête au point D, et sa valeur c'est 1067 newtons. Bien, suite au parcours précédent effectué, non, voilà, c'est terminé, effectivement, c'est terminé pour le corrigé de la mécanique et de la partie électricité. Donc on a vu un peu un circuit RC avec quelques applications, avec un texte qui apparaît un peu compliqué, mais je vous dis toujours, dans les examens ou dans les concours, vous aurez plein de textes, mais il faut essayer de tirer ce qui est important, les phrases importantes, et laisser tomber le reste. Voilà, bon courage, bonne continuation, et ce soir, vous aurez l'examen blanc numéro 5, Inch'Allah. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos avec vos amis. Bon courage, bonne continuation, et surtout, ayez un peu de patience, il ne reste pas beaucoup de temps. Allez, à très bientôt.